Alors, le titre choisi pour cette intervention est un peu austère et énigmatique et mérite éclaircissement. En fait, je vous propose un petit voyage réflexif, une lecture, autour de ce grand marché des abattoirs situé à Kuringen, le quartier de Bruxelles, plus précisément Landerlecht, qui s'avère, du fait de sa configuration et de sa population, Kuringen donc, emblématique de notre thématique d'aujourd'hui, le voisinage, la cohabitation des cultures et des religions. Alors je m'intéressais dans un premier temps aux modalités particulières de la cohabitation et des interactions spécifiques qui s'opèrent dans cet espace du marché, un espèce d'espace théâtre, et ce que les acteurs, les gens qui viennent au marché, y développent comme aptitude, comme savoir-faire. Et c'est justement cette notion de canopée cosmopolite, c'est vraiment qu'il l'a inventé, et j'emprunte à un sociologue qui s'appelle Elijah Anderson, qui a fait une etnographie d'un quartier cosmopolite de Philadelphie aux États-Unis. Donc j'essaye d'adapter en fait cette notion qu'il a développée dans le contexte du Kuringen. Et j'utilise comme grille de lecture. Et puis dans un deuxième temps, donc premier temps, c'est quoi cette canopée cosmopolite sur le marché de Kuringen, et deuxième temps, je vais parler de quelque chose, cette imbrication justement dont je parle dans mon titre, les pratiques, les espaces religieux et économiques. D'habitude, on sépare les deux choses, le religieux et l'économique. Et donc, je vais évoquer à partir d'éléments d'enquête, cet enchevêtrement, cette interdépendance des pratiques économiques et religieuses, observées donc toujours dans l'ère de Kuringen et notamment au marché. Et je m'appuierai en fait sur une citation un peu connue et peu commentée de Marcel Mauss qui évoque la prière comme un facteur de production. Alors voilà, c'est les deux temps, canopée cosmopolite et la prière comme facteur de production. Bon, ne soyez pas effrayés de cette affaire-là. Alors, vous êtes bruxellois, moi vous entendez bien que je suis peut-être pas bruxellois de naissance en tout cas. Peut-être que tout le monde connaît Kuringen, d'ailleurs je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Néanmoins, je vais vous faire un petit voyage. Donc, alors, ce quartier de Kuringen est affecté d'un fort coefficient de négativité. Vous me confirmerez, celle d'une sorte de quartier ghetto où sont concentrées beaucoup de populations issues de l'immigration, avec une précarité de l'habitat, des problèmes de sécurité, où le revenu moyen par habitant est le plus bas, et en même temps le taux de chômage le plus élevé de la région Bruxelles-Capitale. Et encore, si on ne prend pas, puisque les statistiques n'incluent pas les personnes de revenus trop faibles, pour faire l'objet d'une déclaration, ou toutes les personnes en séjour illégal. Donc, un coefficient un peu négatif sur ce quartier. Alors, vous savez, il est bordé au sud par la gare du Midi, là où vous est situé, et puis au nord par le canal Charleroi-Bruxelles, qui marque la limite avec Molenbeek. Kuringen serait donc un quartier de la diversité, où il ne ferait pas bon vivre, un quartier précarisé, et surtout habité, pour ce qui est de la population étrangère, par des primo-arrivants. Ce quartier serait caractérisé par une économie informelle, des loyers pas chers, mais que chacun s'attacherait à quitter dès qu'il en aura ou elle en aura la possibilité et les moyens. Bref, en dépit de cette précarité, de cette image, de ces projections sur Kuringen, c'est aussi un quartier à forte activité commerciale. Et évidemment, il y a le marché des abattoirs, celui dont je vais parler, les samedis et dimanches. Environ 100 000 personnes s'y presseraient chaque jour d'ouverture, ce qui est énorme. Et justement le marché, il y a aussi la célèbre rue, alors là je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé, Evert. Voilà, je suis trahi, ça y est. Le marché des voitures d'occasion, unique à Bruxelles, unique en Belgique et même dans l'Europe. Un marché qui a été initié par des commerçants libanais il y a un quart de siècle, mais qui est bien connu dans toute l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on récupère les voitures d'occasion, on les fait passer par Anvers et on les diffuse sur le continent africain. Et donc, il y a aussi plein d'autres activités économiques, comme le commerce des vêtements de gros et de demi-gros, dominé par les ressortissants pakistanais, et puis les activités des entrepreneurs brésiliens, etc. Et la manière dont tout cela se tisse justement avec la pratique religieuse. Bon, on va juste effleurer les sujets, parce que, évidemment. Alors, Kuringen, donc, vous devinez, recèle un microcosme unique, un quartier à l'échelle du monde, un écosystème dont on devine sous la surface toute la complexité. Alors, il faut donc d'emblée recomposer l'image du quartier de Kuringen, marqué par ce qu'un sociologue Vertovec, mais je ne vais pas le temps de développer, appelle la super diversité. Donc un quartier, un Kuringen transnational, hyper connecté à l'échelle mondiale, et ce
Kurigem, économique et religieux à la fois, il peut se représenter au travers d'une autre carte mondiale, celle imaginez une planisphère, et passant par Bruxelles, ce qui serait des fils de partout, vers les États-Unis, vers l'Afrique, vers l'Asie. Et donc imaginez juste cette carte mentale, et Kurigem, ce quartier Kurigem n'est pas perdu ou invisibilisé, mais il est au contraire connecté avec le monde entier. Et pour des questions d'affaires et pour des questions religieuses. Kurigem est tout à la fois donc, un quartier que, c'est paradoxal, un quartier que l'on évite, un quartier que l'on voudrait bien quitter, un quartier invisibilisé, mais aussi un centre névralgique incontournable où l'on vient pour faire des affaires et pour prier. Aux activités économiques, à cette économie informelle qui s'y déploie, souvent informelle, correspond une économie informelle de religieux. Les deux se juxtaposent. Et si Kurigem est largement invisibilisé, il en va de même de son paysage religieux. C'est probablement, du point de vue chrétien seulement, une petite centaine de micro-communautés, de micro-mondes qui affleurent, tu parlais des Brésiliens tout à l'heure, etc. Des réseaux de sociabilité religieuse, et cette super diversity de Vertovec s'exprime aussi au niveau du religieux. Mais là, je parle du christianisme, mais la même chose du côté musulman, par exemple, les mosquées pakistanaises, etc. Et alors, en fait, à Kurigem, donc, il y a une triple densité, une densité commerciale, une densité religieuse et une densité ethnique. Donc, la densité, c'est la notion, c'est quelque chose qui contient beaucoup de matière par rapport à l'espace occupé. C'est très dense. Et donc, ce qui est très dense, évidemment, c'est difficile à dénouer, à comprendre. Et donc, ça se conjugue en tout cas à Kurigem avec la diversité. Alors, si j'évoque Kurigem, c'est que nous, quelques chercheurs et apprentis chercheurs du CARES, avons décidé d'initier une enquête ethnographique. Et cette enquête revêt pour l'instant 3 dimensions. Donc en fait, je suis un peu sur le début d'un chantier, ce que je vais vous raconter. Elle revêt 3 dimensions. Alors tout d'abord, les étudiants du cours de sociologie des religions, certains sont présents ici, ont chacun effectué, chacune, un mini-terrain des espaces religieux situés sur l'espace d'Anderlecht. Alors je vais les citer très vite. Donc, ça vous donne une petite idée. Il y a la Winners Chapel du Nigeria, tout près de Kurigem, au Molenbeek, c'est Marcel, pardon pour les prénoms. Il y a l'église de la montagne de feu et des miracles, c'est aussi une église du Nigeria, c'est Nadège. Il y a Authentic World Ministries Zion Temple, c'est une église pentecôtiste rwandaise, ça c'est Christian. L'église de Dieu, de Jésus-Christ de vérité, Bima, c'est une église prophétique du Congo, c'est merveille. La Covenant Parish Diocese Headquarters Belgium and Celestial Church of Christ Worldwide, c'est l'église du christianisme céleste qui est au Bénin, etc. Et au Nigeria également, ça c'est naissant. La Comunidad Christa Brasileira de Belgique, ça c'est Lionel. L'église Connex, une église apostolique, c'est Louis. Le Praise Center Alléluia, Ange, tout près du marché. L'Assemblée du Dieu vivant, c'est une église congolaise, c'est Laïssa. Et la Shekinah cathédrale, un endroit complètement incroyable, très congolais aussi, tout près de Kurigem, à Molenbeek, à la frontière du Canada. Et puis l'église Notre-Dame, Immaculée de Conception d'Anderlecht, ça c'est Armand. Donc vous voyez, cette première terrain, voilà, identifier ces micro-mondes et ces 11 sont plein de morceaux d'une réalité beaucoup plus grande. Vous avez déjà parlé non, et ils sont aussi connectés, mondialisés. Les enquêtes que les étudiants ont rendues, au moment où ils étaient présents, par exemple, il y a des séances en direct avec le Nigeria, etc. L'apôtre fondateur de l'église Zion Temple du Rwanda était en visite là, etc. Donc tous ceux qui ont fait ces études reconnaîtront leurs travaux. Je veux les citer pour les remercier de me permettre d'utiliser leurs matériaux. Alors, il y a aussi, ça c'est le premier point, le premier chantier. Il y a un deuxième chantier, c'est une enquête sur la diversité culturelle et religieuse à Kurigem, qui est faite à l'entrée du marché. Donc on a commencé de faire, et on a pour l'instant 28 participants qui ont répondu. Et j'ai été frappé de deux choses. Donc là, il y a un petit groupe, pardon, je n'ai pas marqué, donc je ne peux pas citer Marcel, Pacôme, etc. Voilà, Christelle, Sandrine, etc. Voilà. Frappé de deux choses, la facilité avec laquelle les personnes interrogées répondent à un questionnaire qui va tourner autour de la question religieuse. Et la facilité avec laquelle les étudiants, qui eux-mêmes sont marqués par un habitus ecclésial, où on faisait parfois de l'évangélisation, etc., se transforment, au lieu d'être des évangélisateurs, se transforment en enquêteurs sociologiques.
Et les interactions autour de cette enquête à l'entrée du marché, c'était très intéressant, je vais les évoquer un petit peu. Et puis, il y a un troisième point, c'est les observations longues sur le marché et les environs. Ex auditis et visis, d'après ce qu'il a entendu et vu, c'est très intéressant, à partir du moment où on se pose quelque part et qu'on y revient, et on voit des choses qu'on ne voit pas forcément au départ. Alors, comment ces micro-mondes se frôlent, se concurrencent, s'interpénètrent avec les autres sphères, économiques, culturelles, politiques. Voilà les premiers jalons d'un projet plus vaste que je vais vous présenter. Alors, la canopée, il nous reste combien de temps? Nous avons encore une minute. Oui. Ok, alors la canopée cosmopolite. Donc, alors, c'est quoi cette canopée? Alors, en fait, c'est une expérience bruxelloise bien particulière. Si vous entrez dans le marché des abattoirs, alors on descend à la station de métro Clémenceau, on entre dans le flux du courant, c'est comme une rivière, il y a des affluents à gauche, vous allez à la Food-Med, la galerie, les boucheries. Si vous continuez, il y a les poissonneries. Si vous allez un peu plus loin, le flux du courant, vous allez à gauche, là c'est les fruits et les légumes, une très longue allée. Et de là, vous pouvez encore bifurquer à gauche, vous rentrez dans la zone des boucheries. Mais si vous restez dehors, vous continuez tout droit, vous tombez sur un secteur roumain, où là, il y a un food truck qui sert des saucisses roumaines, sur fond musical roumain. Et là, ici, la sous-zone n'est pas cosmopolite. En retournant sur le repas, vous pouvez rejoindre les immenses halles où se trouvent des friperies, stands de vêtements, puis électroménager, puis tout au fond, la sortie opposée, il y a une zone grise de brocante, de vieux outils, machines. Bref, le propos ici est de capter l'atmosphère de ce qui est vu et entendu visuellement, au regard des phénotypes, et des vêtements, des signes distinctifs, la couleur de peau, etc. Alors, on a fait un public de tous origines, de niveaux sociaux variés, bon, quand même au maximum de classe moyenne supérieure. Et puis, si on tend l'oreille surtout, et si on se focalise un instant sur les langues parlées, alors là, c'est une babelle de langues. En fait, on ne le fait pas parce qu'on est occupé à faire ses courses. Mais juste vous arrêter, c'est pas le français, c'est pas le flamand, c'est toutes sortes de cette babelle de langues. Voilà. Certains vendeurs basculent d'une langue à l'autre. L'autre élément qui frappe, c'est une certaine convivialité, une politesse à l'égard à la foule présente. Entre clients et commerçants, entre les clients eux-mêmes. Alors, c'est là qu'on arrive à cette notion de canopée cosmopolite. Anderson, ce que je viens de décrire, là, il y a aussi des zones plus ou moins protégées, plus ou moins ethniques, à l'intérieur de cette partie cosmopolite. Donc, pour Anderson, il étudie à Philadelphie un quartier où il y a des espaces publics délimités, hétérogènes et densément peuplés à l'intérieur des villes. Et il les appelle des canopées cosmopolites. Dans ces espaces-là, il y a des règles particulières qui s'appliquent, alors que le reste des quartiers, comme à Philadelphie, sont plutôt des quartiers où les identités raciales et ethniques sont particulièrement marquées. Donc, ces îlots, cette canopée cosmopolite, sont des îlots de civilité situés dans un océan de vie séparé de fêtes, etc. Donc, la canopée cosmopolite, en substance, c'est l'image d'une société où la mixité culturelle, sociale est faite de politesse et où la politesse est de rigueur. Donc, et lorsque des personnes se rassemblent dans ces espaces, elles ont tendance à se comporter poliment les unes envers les autres, sans considération pour la race. Et alors elles s'observent, nous dit Anderson sur ses études, et parfois de près, et mettent à profit à cette occasion pour réaliser une étude par échantillonnage. Qui sont les autres? Une sorte d'anthropologie naturelle, d'ethnographie que chacun procède. Donc, dans ces espaces, il y a une tension entre l'ethnocentrisme, l'entre-soi, et le cosmopolitisme, où on se frotte aux autres et avec des règles de politesse. Et donc, on a ce phénomène-là. Et alors, donc, les règles implicites dans l'espace de la canopée, selon Anderson, c'est que les personnes privilégient leur orientation cosmo, c'est-à-dire se frotter aux autres, être poli, échanger, se frôler de plus près, etc. Et plus que leur comportement ethno. Est-ce que vous êtes plutôt cosmo ou ethno? Vous comprenez? Ethnocentrique ou plutôt cosmo? Est-ce que vous êtes identitaire, communautaire, ou est-ce que vous êtes ouvert aux autres? Et donc, vous réalisez une sorte d'ethnographie spontanée, puisque c'est des lieux qui vous permettent d'être ensemble, de vous asseoir et de côtoyer les autres sans discrimination. Donc, alors, justement, l'expérience de l'enquête qu'on a fait à l'entrée du marché, donc, moi j'ai tout de suite pensé, en lisant Anderson, la canopée cosmopolite, que le marché de Kuregem était vraiment cette canopée, et que dès qu'on sort des limites, alors on retrouve le côté ghetto, mais je ne dis pas que Kuregem est un ghetto, mais le côté marqué communautaire, etc. Alors, en fait, c'est intéressant parce que le questionnaire qu'on a fait était typiquement les 28 personnes, donc sur base volontaire, qu'on a interrogé, c'était long, hein, 20 minutes, 12 femmes, 16 hommes, 14 pays différents, ça montre ce qu'est le cosmopolitisme
du marché, pris au hasard, hein. RD, Congo, Nigeria, Guinée, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cameroun, Angola, Côte d'Ivoire, Togo, Gabon, Canada, Sénégal, Maroc, Algérie, Brésil, Arménie, 10 musulmans, 5 catholiques, 12 protestants ou charismatiques. Et donc, le fait que les personnes qu'on rencontrait prenaient le temps de discuter sur une question religieuse. Donc, c'est un espace, donc, si vous voulez, la canopée cosmopolite, c'est un espace, une sorte d'hétérotopie au sens foucaultien, de Foucault, singulier, éphémère, où on suspend un petit peu les normes religieuses et culturelles qui prévalent dans nos milieux sociaux respectifs, et on existe un petit peu différemment, et on conteste en quelque sorte peut-être pendant un temps, un court moment, l'organisation de l'espace collectif ghettoisé habituel. Donc, en fait, c'est une expérience, la canopée cosmopolite, c'est une expérience susceptible d'encourager une orientation plus cosmopolite chez l'individu, un travail de décentrement, une sortie de l'inquiétante étrangeté de l'autre, en se frottant ainsi. Et en fait, la canopée se déchire parfois quand se déclenche ce qu'Anderson appelle the Negro moment, parce que vous savez, aux États-Unis, c'est surtout la question du ghetto noir. The Negro moment, c'est quand tout à coup, le préjugé, le comportement de la parole raciste ou discriminante surgissent à l'impromptu. Et donc, alors on s'écarte, on sort de la canopée. Mais justement, si vous voulez, ce qui est important dans cette notion, c'est que les participants de la canopée procèdent à leur enquête, en quelque sorte, évaluent ou réévaluent leur perception de l'autre. Et donc ils s'exposent un peu dans ce théâtre, ils se frottent, ils sympathisent, ils vont dans éventuellement. Regardez, alors j'ai essayé de regarder comme ça, le marché, j'observe vraiment une différence de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est cette révélation constante que les participants de la canopée, de leur relation avec les autres, cette ethnographie spontanée sur laquelle Anderson insiste. Alors, il faudra l'envisager s'il n'y a pas des canopées dans certaines parties de Kurégen, dans certaines rues où se côtoient mosquées, églises, commerçants, associations de femmes, clubs de sport, comme autant de canopées où justement on va s'exposer sur ce côté cosmo plus que sur le côté ethno. Par nécessité, parce qu'on est dans la même rue, la mosquée dans la même rue que l'église pentecôtiste, le marchand musulman. Et alors, j'ai par exemple identifié une boucherie, alors on va peut-être mettre les photos, mais c'est un peu tard, la boucherie de la Maison du Mouton, comme exemple d'interaction étonnante. Alors, on va alors passer les photos rapidement. Voilà, ça c'est l'entrée du marché. Voilà, on passe. Voilà, là, ça c'est les boucheries. On passe, donc c'est cosmopolite. Ça c'est l'extérieur dont je parlais. On n'a pas le temps d'analyser. Ça c'est les grands halles. On avance. Ça c'est la maison des Roumains. Bon là, il ne faut pas sauter. Ça c'est tout ce qui est brésilien, angolais, brésilien, portugais. Donc c'est la communauté des linguistiques. Donc il y a des micro-mondes à l'intérieur. Et là, vous voyez, voilà. Il y a des bistrots où on peut se rencontrer, mais qui sont un peu classifiés aussi, hiérarchisés socialement. Ici, c'est la partie un peu plus chic. On avance. Ça, c'est on est à l'extérieur, à la frontière du marché. On avance. Alors, regardez là, le mix aussi du quartier. La boucherie Hamar, donc une boucherie halal, mais évidemment qui se transforme en boucherie africaine avec tous les drapeaux africains. Et voilà, des marchés, une économie informelle aux frontières de Kurégen. Et là, maintenant, c'est là ce que je vous montrais. Voilà, regardez la Maison du Mouton. Donc là, on est dans une rue adjacente. La Maison du Mouton, c'est une boucherie donc musulmane, un espèce de micro-espace de cette canopée cosmopolite. À l'entrée, à gauche, la boucherie permet à une vendeuse congolaise de vendre ses produits, ce qui d'habitude pas. Pourquoi c'est parti. Voilà. Et quand vous entrez dans la boucherie, vous allez entendre que le marchand, le commerçant, le boucher marocain dit quelques mots de lingala, parle en lingala avec les Congolais. Et plus étonnant encore, il y a les versets du Coran sur un mur, et sur l'autre mur, il y a les affiches pour les cultes de louanges, etc. Alors, vous voyez, il y a une espèce de. Pardon, il y a une espèce de suspension, si vous voulez, de cosmopolitisme, de pragmatisme. Et il est basé sur quoi, ce pragmatisme? Il est basé sur la stabilité du commerce. C'est pour ça que je n'aurai pas le temps dans l'exposé, vous avez bien compris, de lier maintenant le religieux à l'économie. Mais la stabilité du commerce. Quand vous faites vos courses au marché ou dans les boutiques alentours,
je demande aux gens qu'on a questionnés, faites-vous une différence sur l'origine de la religion des vendeurs? Non, 22, c'est-à-dire 80%, 90% ne font pas de différence. Mais donc, la stabilité du commerce, c'est ça qui fait aussi qu'on se mélange, on se brasse. Mais il y a aussi une conviction partagée de l'efficacité de la prière. Et c'est là que je viens. Donc, dans cette canopée cosmopolite, et je vais terminer, il me reste 2 minutes, c'est ça? C'est un texte. Donc, alors, quand on était à faire notre stand avec les questionnaires, où les gens s'arrêtaient, alors certes il fallait les attraper, mais une fois qu'on les avait attrapés, ils voulaient parler. Donc c'est bien cette idée qu'ils voulaient échanger sur, vous voyez, se frotter, s'exposer. Je pense notamment à une dame de Guinée-Conakry, très religieuse manifestement, très militante. Elle disait les hommes sont aussi entêtés que les djinns et il faut les évangéliser, mais elle discutait, etc. Donc elle était prête à s'exposer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans cette canopée cosmopolite, on échange. Et là, on était sur l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas protéger le stand extérieur. Donc il y a des stands informels et la police peut arriver. Puis là, il y a une vieille dame marocaine à côté de nous qui faisait comme ça tout le temps, tremblait le doigt. Et donc parce qu'elle avait compris que nous c'était un petit peu du religieux. Donc elle faisait ça. Pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle avait peur qu'on vienne lui prendre les choses qu'elle vendait. C'est une vieille dame à 70 ans, et la connivence avec elle, c'était la connivence spirituelle. Alors qu'on n'est pas identifié. Donc elle disait, c'est Dieu qui peut me protéger, vous voyez, et qui peut faire que mes affaires réussissent. Donc, la prière comme facteur de production, quand on a interrogé les gens, quelle importance accordez-vous à votre appartenance religieuse? Massivement, tous les gens musulmans, toutes les nationalités que j'ai citées, musulmans, chrétiens, catholiques, charismatiques, etc., 100%. C'est-à-dire très important, voilà, c'est 90%, plutôt important, 90%, plutôt important, 9%. Donc 100% total. C'est-à-dire l'appartenance religieuse est décisive. Si vous demandez la même question à des Belges ou Belges, ils ne vont pas vous dire que c'est pas du 100%. Deuxième question, à quelle fréquence allez-vous à l'église, à la mosquée, allez-vous prier? Au moins une fois par semaine, 16, au moins une fois par mois, 5. Ça veut dire qu'on est à 85%. Avez-vous déjà expérimenté vous-même, pour vous-même, une intervention divine suite à un accident, etc. Oui, 22, non, 5. Donc, et on nous cite ensuite tous les lieux, etc. Pensez-vous que la prière, c'est là la question que je voulais dire, pensez-vous que la prière peut influencer votre réussite professionnelle? Oui, elle est indispensable, 75%. Oui, cela peut aider, 10%. Donc on est à 85%. Ça veut dire que... Ça veut dire, c'est le moment d'arrêter. Ça veut dire que le point commun, c'est la prière. Et je vais juste citer la phrase que je voulais commenter de Marcel Mauss, et puis tant pis pour le reste. Donc, voilà ce que dit Marcel Mauss, et même s'il y a guère de sphère de la vie sociale, c'est-à-dire, en général, on veut cantonner les gens, le religieux, on veut l'isoler du reste, du culturel, du politique, de l'économique surtout, etc. Et écoutez ce que dit Marcel Mauss dans son essai sur la prière en 1909. Même s'il n'y a guère de sphère de la vie sociale où la prière ne joue ou n'est jouée quelque rôle. Elle touche à l'organisation de la famille lors de l'initiation, du mariage. Elle cimente les alliances, la prière qui cimente. Les adoptions. Elle intervient dans toute la vie judiciaire avec le serment. Elle joint la morale dans la confession, la prière expiatoire à la cour. Elle a même des fonctions économiques. C'est ça que je voulais vous commenter. La prière avec ses fonctions économiques. Les prières, en effet, sont souvent de véritables valeurs. Elles contribuent à faire la richesse des classes sacerdotales. De plus, il y a des civilisations entières où elles passent pour être des facteurs de production. Donc, vous imaginez, vous voyez les facteurs de production. Si vous avez, donc, je passe le temps. Donc, les facteurs de production, vous savez, il y a la terre, le capital naturel, le capital humain, le travail et les machines. Eh bien, dans des cultures ou des compréhensions du religieux, où le religieux est fondamental à 100%, eh bien, la prière est un facteur de production supplémentaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas réussir une journée, vous ne pouvez pas réussir une entreprise commerciale si vous n'ajoutez pas la prière comme facteur de production. Et ça, c'est totalement commun, musulmans, chrétiens, etc. Et c'est un élément, bon, évidemment, que je me prêtais à commenter. Lors d'un processus de production, nous dit une
notice économique, les facteurs sont combinés de la matière la plus efficace. La contribution de chaque facteur à la production finale est fonction de la quantité utilisée de sa productivité. C'est-à-dire que, en fait, la différence, si vous voulez, dans un religieux sécularisé et dans une société postmoderne, etc., eh bien, c'est que personne n'a l'idée d'ajouter la prière comme facteur de production. Or, tout le monde de l'autre côté a l'idée d'ajouter la prière comme facteur de production. Rien ne peut marcher si il n'y a pas ça. Et donc, je vous cite la dernière anecdote. Prise au vol dans la rue. Une dame congolaise, à côté toujours, c'est cette observation permanente, on entend les gens qui disent des choses. Et puis ça. Une dame dans la rue vend des safous. Pour les Congolais, vous savez, les safous, c'est une sorte de mini-avocat. Enfin, c'est très bon, mais bon, voilà. Donc, elle vend des safous, il n'y a personne. Elle est dehors, il pleut, je l'ai prise en photo. On peut passer la photo, voilà. Je m'arrête là, combien? On passe. Là, voilà, celle de gauche. Bon, là, il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Elle était toute seule avec son caddie et ses safous. Et voilà, une autre passe devant. Hey maman, je vais aller faire la prière, je vais adorer Dieu. Parce que, regardez, toutes les églises sont à côté du Purgatoire. Parce que c'est le culte caddie. Vous allez faire vos courses et puis vous allez au culte avant ou après. Okay. Parce que c'est connecté, l'activité économique et l'activité spirituelle sont connectées. Et donc, maman, je vais aller faire la prière, je vais adorer Dieu. Tout fort, hein. Une maman qui s'adresse à une autre qui vend ses safous quasiment à même le sol. Donc, en fait, elle va vers le canal, vers la prière, vers le culte. C'est quoi l'interprétation de cette phrase? Si, peut-être que tu n'as pas été assez prié et que c'est pour ça que tu ne vends pas tes safous. Voilà. Donc, c'est ça la connexion avec l'économie, mais je n'ai pas le temps d'aller. Voilà, je m'arrête là.